Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche 8 novembre 2020. La République populaire de Chine prend acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle proclamée par la Commission électorale indépendante, la CEI, qui a déclaré vainqueur de cette élection le candidat Alassane Ouattara. Avec 94,27% des voix, la République populaire de Chine invite les Ivoiriens à consolider la paix. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire s'est exprimé sur cette actualité. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour la diaspora ivoirienne résidant en France. Le consulat ivoirien basé dans la ville de Lyon dispose désormais de centres d'établissement de passeports biométriques depuis quelques jours. Plusieurs villes du sud de la France sont impactées par ce centre. Élection présidentielle aux États-Unis, le candidat démocrate Joe Biden, élu 46e président des États-Unis d'Amérique, vainqueur après avoir remporté les États clés de Pennsylvanie et du Nevada hier samedi 7 novembre 2020. Il a ainsi dépassé la jauge de 270 grands électeurs nécessaires pour remporter la présidentielle américaine. Donald Trump estime que l'élection est loin d'être terminée. Il annonce une bataille judiciaire. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Lorsque débute un scrutin électoral dans un pays, on les retrouve en amont de ce processus comme en aval, faisant part de leurs observations au nom des structures nationales ou internationales auxquelles ils appartiennent. Leur regard, mieux leur appréciation du déroulement du scrutin permet également de juger de la qualité de ce scrutin, comme l'indique le rôle qui est le leur, les observateurs. C'est bien d'eux dont il s'agit. Et puis y rendre compte, dans le cas du Dimanche Magazine de ce 8 novembre, nous recevrons M. Hassane Diané, secrétaire général du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme qui renferme en son sein un observatoire. Bonjour Monsieur Hassane Diané. Bonjour. Avec vous, dans une trentaine de minutes, nous allons échanger sur des questions relatives au fonctionnement des missions d'observation en période électorale. Mais avant cet entretien, mesdames et messieurs, apprécions ensemble cette observation de la Chine, partenaire économique important de la Côte d'Ivoire pour ce qui relève des résultats de la présidentielle d'octobre. Au terme de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, c'est le candidat du RHDP Alassane Ouattara qui a été proclamé vainqueur par la commission électorale indépendante avec 94,27% des voix. Et la République populaire de Chine prend acte de ces résultats provisoires. Elle invite les Ivoiriens à consolider la paix. Son Excellence Wang Li, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, a fait une déclaration à cet effet au sein des locaux de l'ambassade. Didier Nguessan. La communauté internationale suit de près la situation sociale en Côte d'Ivoire. La République populaire de Chine, par la voix de son ambassadeur en Côte d'Ivoire, rappelle son attachement à la paix, une valeur qu'elle appelle à préserver. La Côte d'Ivoire est un pays important de l'Afrique de l'Ouest. Sa paix et sa stabilité est l'intérêt dans toute la sous-région. La Côte d'Ivoire est un pays ami et un partenaire important de la Chine dans cette sous-région. Donc nous souhaitons que ce beau pays reste en paix et en stabilité. Son Excellence Wang Li, rappelant les propos du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine, prend acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Nous avons pris acte du résultat préliminaire publié par la Commission électorale indépendante ainsi que des déclarations de la CEDEAO et de l'Union africaine. La partie chinoise reste convaincue que le peuple ivoirien a la capacité et la sagesse de défendre la stabilité et le développement du pays. La partie chinoise entend renforcer la coopération avec la partie ivoirienne dans divers domaines en vue d'un développement continu de relations bilatérales, d'amitié et de coopération. Le projet de renouvellement du parc automobile, qui est entré dans sa phase pratique, est l'un des fruits de la coopération sino-ivoirienne. La Chine est par ailleurs le troisième importateur de la Côte d'Ivoire. Une victoire que les militants du RHDP continuent de savourer. La caravane de la victoire du RHDP, conduite par Adama Bictogo, a fait escale à Agboville pour communier avec les militants de la ville. Le reportage de Mahama Traoré. Après avoir accompli la mission de la campagne victorieuse du candidat du RHDP à la présidentielle du 31 octobre dernier, Adama Bictogo retourne à Agboville, sa terre natale. Les militants du RHDP accueillent en héros le directeur exécutif du parti à l'entrée de la ville,
Puis l'accueil se transforme en une caravane de célébration de la victoire du RHDP. Agboville, capitale de la région de l'Agnébitiassa, a connu une période électorale sans grande violence, ce que salue le député d'Agboville. Je voudrais donc saluer cet esprit de civisme qui a habité chacun et chacune des populations de l'Agnébie. Profiter donc de ce moment pour aussi exprimer toute ma gratitude à l'évêque qui a su participer, ramener la paix aux côtés donc de l'imam central. On a donc deux grands religieux dans l'Agnébie qui ont fait comprendre qu'au-delà de nos diversités, nous pouvions vivre ensemble. Outre l'action des religieux, Adama Bictogo s'est aussi engagé à consolider la paix sociale dans l'Agnébitiassa. La Côte d'Ivoire solidaire se décline par l'Agnébie solidaire. Je me suis donc promis, avec le président de région, mon frère Demba, qu'on puisse donc revenir rencontrer tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, FPI, PDCI, RHDP. Les femmes, FPI, PDCI, RHDP. Et qu'ensemble, nous puissions mettre en place une plateforme inclusive qui prend en compte toutes les préoccupations de nos parents. Lors de la prière du vendredi, accomplie à la grande mosquée d'Agboville, des prières et des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Répondant à une sollicitation des imams, Adama Bictogo a offert un véhicule corbillard à la communauté musulmane d'Agboville. Séance tenante, il s'est aussi engagé à verser une contribution de 5 millions de francs CFA pour l'acquisition d'un terrain devant servir à construire une école confessionnelle islamique à Agboville. Et hier samedi, le RHDP Concorde de Alcide Djedje, cadre du parti, a aussi célébré cette victoire du candidat du RHDP à la présidentielle. C'était à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau, Ahmed Traoré, à Boussanogo. La victoire du président Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, élu au suffrage direct, célébré à la Bibliothèque nationale au Plateau. Vêtus de t-shirts à l'effigie de leur candidat, ces militants du parti, dans leur grande majorité, ont laissé éclater leur joie. D'autant plus que leur candidat a remporté cette élection présidentielle du 31 octobre dès le premier tour. Alcide Djedje, au cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, apprécie à sa juste valeur le sacrifice consenti par le président Alassane Ouattara. Cette manifestation était importante parce qu'il fallait dire merci au président Ouattara. La Côte d'Ivoire est classée par le London Stock Exchange comme pays pré-émergent. Il est bon que le président Ouattara soit là pour continuer à diriger la Côte d'Ivoire pour que nous ayons l'émergence à l'horizon 2025. L'élection présidentielle terminée, les organisateurs de la manifestation souhaitent que la communauté continue de vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale. Et pendant ce temps, dans la région de Bouaké, l'Union nationale des enfants du Grand Centre de la Côte d'Ivoire se donne pour objectif de travailler à resserrer les liens de fraternité et d'unité entre les populations de cette région. À travers une caravane de la paix, cette union de jeunes veut également lutter contre les fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Le reportage de Kader Sogodogo. Au lendemain de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, des rumeurs d'attaques entre communautés ethniques sont propagées sur les réseaux sociaux. De fausses informations qui fragilisent la cohabitation et créent la psychose au sein des populations. Pour resserrer les liens de fraternité et consolider l'unité, l'Union nationale des enfants du Grand Centre de la Côte d'Ivoire initie une caravane pour la paix. De Konakankro à Nembo, à Tienкro, à Oufouetteville, à Bouaké, en passant par Assirkro, sous-préfecture de Sakassou, les échanges ont porté sur la paix, le développement et surtout le vivre ensemble. Depuis quelque temps, il y a tellement de rumeurs qui circulent dans la ville. Donc nous avons décidé de sensibiliser les différentes communautés à rester sereins, que personne ne cherche à détruire qui que ce soit. À Kongodekro, commune de Bouaké, la notabilité et la population saluent cette initiative. Ceux qui sont venus dire, on est content, parce que c'est ce que moi-même j'ai besoin. Je veux la paix. Si les gens viennent pour nous provoquer, on va dire que non, il faut prendre ton force là pour aller. Fais ce que tu as besoin de faire là-bas. Nous n'est pas venus de par là. Ils ont pris vraiment une bonne initiative pour essayer de calmer, disons, les tensions qui montent dans les villages. Bon, j'ai pris Dieu pour que vraiment tout le monde essaie de prendre ce même chemin-là où on prône la paix. Si l'on s'inscrit de la paix,
À Condégo, c'est toute une famille, c'est toute une jeunesse, c'est tout un ensemble, un brassage culturel. Il y a plusieurs ethnies ici. La caravane de la paix va sillonner toutes les sous-préfectures de la région de Gbeke. Et parlons toujours de cohésion sociale. Sachez que dans la ville de Hiré, les populations ont organisé une semaine dite de la paix qui a permis l'organisation de plusieurs compétitions sportives, culturelles et culinaires avec la participation de toutes les communautés de cette sous-préfecture. Comme vous pouvez donc le découvrir sur ces images, initiative pour renforcer la paix et la cohésion. Bonne nouvelle pour les populations de Jacquesville. L'axe Jacquesville-Toukouzou-Noumouzou sera bientôt bitumé. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Hachi, vient de procéder au lancement des travaux de bitumage de cet axe. Ces travaux permettant de désenclaver 33 villages sur les bords lagunaires et par ricochet de développer le tourisme. L'axe Jacquesville-Toukouzou-Noumouzou est long de 50 km. Godefroy Okambawa. Longtemps espéré par les populations de Jacquesville et de toute la région des Grands Ponts, le bitumage de l'axe Jacquesville-Toukouzou-Noumouzou sera une réalité. Suite à la promesse faite par le chef de l'État Alassane Ouattara en mars 2015, les travaux de ce tronçon long de 50 km entrent dans leur phase active. En temps de pluie, on ne peut pas rouler. Même s'il n'y a pas plu, même on ne peut pas rouler aussi. Et si réellement le goudron vient, vraiment nous sommes heureux. Lançant les travaux, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, s'est appesanti sur l'importance d'une telle infrastructure dans la région. De 1993 jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire a plongé. Et on a presque touché le fond, à tel point que, en termes de moyens, on est arrivé au même niveau que 60. Depuis 10 ans, on a trouvé la paix, le calme, et le pays est reparti. Les opérateurs et les acteurs internationaux, la Banque mondiale, le Fonds, tout le monde dit la Côte d'Ivoire est repartie. Plus jamais on ne doit retourner. Au cours de ce lancement, les autorités coutumières et administratives de Jacquesville ont traduit leur gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement. Des initiatives qui viennent impulser le développement économique et touristique de cette région. L'axe Jacquesville-Toukouzou-Noumouzou permettra de désenclaver 33 villages lagunaires. Deuxième titre de ce journal, nous le disions, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour la diaspora ivoirienne résidant en France. Le consulat ivoirien basé dans la ville de Lyon dispose désormais d'un centre d'établissement de passeports biométriques depuis quelques jours. Plusieurs villes du sud de la France sont impactées par ce centre, c'est ce que nous confirme Madame Akone. Deuxième guichet d'enrôlement pour le passeport biométrique en France. En dehors de Paris, la capitale, les Ivoiriens vivant dans l'Hexagone peuvent désormais se faire établir leur passeport dans le sud du pays, à Lyon. Le lancement de l'opération a eu lieu au consulat général de la Côte d'Ivoire à Lyon et l'impact est considérable. Quand on regarde la carte, on voit que nous couvrons le sud de la France. Par exemple, la ville de Lyon, Lyon seulement, ceux qui sont officiellement inscrits, nous sommes en 2845 Ivoiriens. Ça, c'est les statistiques, les chiffres donnés par la préfecture de police. En ajoutant ceux qui ne sont pas identifiés, sont à plus de 6 000. Oui. Donc, c'est nécessaire, uniquement pour Lyon, c'est nécessaire que Sénéda vienne s'implanter parce que nos compatriotes en ont besoin. Donc, nous sommes plus près de la population pour les aider. Ce rapprochement de l'administration des Ivoiriens de la diaspora est source de gains de plusieurs ordres. On s'en réjouit de savoir que c'est à côté de nous. Économiquement, comme l'a dit certains, oui, on économise 200 € de train et de fatigue pour aller faire le passeport et revenir sur soi-même. Ce qui nous réjouit le plus, c'est les délais des rendez-vous. Parce que quand les rendez-vous sont faits qu'à Paris, les délais sont distendus. Maintenant que les gens ont la possibilité d'avoir les rendez-vous et à Paris et à Lyon, on voit qu'il y a des gens de Paris qui téléphonent ici. Bordeaux, Marseille, Ajaccio, Nice, Clermont-Ferrand sont entre autres les villes directement concernées par cette décentralisation de l'établissement du passeport ivoirien. Un document, faut-il le rappeler, qui sert aussi au renouvellement du titre de séjour. Et on change de registre pour parler cette fois de changement climatique. Au regard des nombreux dégâts causés par la pluie diluvienne, du fait du changement climatique, 6 pays de l'Afrique de l'Ouest se réunissent à Abidjan. Il s'agit pour eux de réfléchir sur les actions à mettre en œuvre en vue de prévenir les risques. Le reportage de Astou Touré.
Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire participe à plusieurs rencontres nationales et internationales liées au changement climatique en vue de réduire les risques d'inondation. Dans le cadre d'un projet intégrant la gestion des inondations, la sécheresse et l'alerte précoce adaptée au changement climatique, les pays de la CEDEAO se sont réunis à Abidjan. Les objectifs du projet, c'est de développer un outil de gestion de ces deux phénomènes, à savoir la sécheresse et les inondations, afin de prévenir les populations et les alerter en pareille situation, afin que les dispositions soient prises pour sécuriser les vies. À l'instar des autres pays de la sous-région, les pays du bassin de la Volta sont confrontés aux effets néfastes des changements climatiques. Occasion pour le ministère des Eaux et Forêts de revenir sur l'importance de cette rencontre. Le projet développera des solutions et des approches innovantes pour la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique, comprenant des solutions dites vertes, ainsi que des approches participatives sensibles au genre. Des recommandations sont attendues au cours de ces 2 jours de réflexion. Les résultats attendus, c'est que l'ensemble des acteurs puissent examiner les présentations qui vont être faites, puissent examiner les rapports qui leur seront donnés, mais aussi puissent apporter leur contribution. Le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana, le Mali, le Togo et la Côte d'Ivoire sont entre autres les pays du bassin de la Volta. La Côte d'Ivoire a célébré la Semaine nationale de l'eau en présence de tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la préservation de cette ressource. Une célébration qui vise entre autres de faire le point des actions menées par le gouvernement en termes d'accessibilité à l'eau potable. Astou Touré. Rassembler les acteurs du secteur de l'eau afin de réfléchir sur les stratégies et au processus décisionnel permettant d'atteindre au moins 95% d'accès à l'eau dans les 2 années à venir. Voilà tout l'enjeu de cette rencontre initiée par le ministère des Eaux et Forêts en cette 5e édition de la Semaine nationale de l'eau. Cette journée a été instituée par le Conseil africain des ministres en 2003 en vue de renforcer la prise de conscience des différents acteurs et de la population sur l'importance stratégique de l'eau pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. De la même façon que la ressource eau est menacée au niveau mondial, elle est menacée au niveau national. Et ces célébrations de l'eau que nous organisons vise à attirer l'attention de tout le monde, aussi bien les usagers que les décideurs. Nous voulons attirer leur attention sur le fait que nous devons faire attention aux actes que nous posons vis-à-vis de la ressource eau. Le ministère des Eaux et Forêts rappelle l'engagement du gouvernement à garantir un meilleur accès à l'eau. Le PS-Gouv 2019-2020 est engagé dans la satisfaction de la couverture en eau potable à hauteur de 10,3 millions de dollars US et l'assainissement équitable et universel en milieu rural pour un montant de 4,6 millions de dollars US. À cette rencontre, il a été rappelé l'importance de l'eau, surtout en cette période de lutte contre la Covid-19. Avec cette pandémie à Covid-19, maladie émergente, nous nous rendons à l'évidence de l'importance capitale de l'eau pour notre santé. L'eau nous maintient en vie, l'eau contribue fortement à la survie de l'humanité. La prévention de la transmission de la pandémie à Covid-19 se fait à travers un geste simple de lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou à travers l'utilisation de gel hydroalcoolique. Mais pour les personnes n'ayant pas accès à l'eau et qui ne peuvent pas se laver les mains à l'eau et au savon chez elles, ce geste banal de prévention est tout simplement hors de portée. Conférences et panels animeront cette célébration de la Semaine de l'eau. Parlons à présent de sécurité transfrontalière. Le sujet est une préoccupation pour le gouvernement. Pour amener les populations des zones frontalières à s'impliquer dans cette lutte, le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire les associe à des séances de formation à la cohabitation pacifique et à la lutte contre la Covid-19. 43 leaders communautaires dans le département de Toropo et 29 dans celui de Téini bénéficient de ces connaissances pour en être les relais auprès de leurs communautés respectives. Ce, grâce à l'appui financier de la coopération allemande, le GIZ. Le reportage de Clément Bocco. Conflits fonciers, orpaillage clandestin, porosité des frontières.
Autant de mots qui entravent les efforts du gouvernement dans la sécurisation des espaces frontaliers. L'État implique alors les acteurs locaux dans cette lutte, d'où ces séances de formation à l'attention des leaders communautaires. Ils sont 43 dans le département de Doropo et 29 dans le département de Teini, dans la région du Bunkani. Nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en place un système d'alerte précoce pour informer les autorités d'éventuels dangers, également collecter et analyser ces informations-là pour la prise de décision au niveau de la Commission nationale des frontières. En plus de la formation à la cohabitation pacifique, ces responsables de communauté sont formés pour être des relais dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Ils reçoivent à la fin de la formation des kits d'hygiène et de protection contre la Covid-19. Occasion mise à profit pour le secrétaire exécutif de la CNFCI pour s'imprégner des réalités des populations de Kogienou, un village du département de Doropo qui fait frontière avec le Burkina Faso. Ici, avant, il n'y avait pas une école proche ici, donc il y avait une école ici, à Bodana, tout près. Donc si tu n'as pas quelqu'un à Doropo, tu ne peux pas aller commencer à faire les études là-bas. Voilà pourquoi nous on s'est retrouvés au Burkina. Nous sommes Ivoiriens, mais on n'arrive pas à communiquer sur notre réseau en Côte d'Ivoire ici. Et voilà, les Burkinabés à côté ici, il y a des antennes, tellement comme RTL. L'autre côté là-bas, forcément, on est obligé de travailler avec ça, comme il n'y a pas notre réseau ici. Donc, on souhaiterait qu'il y ait la possibilité de nous aider à avoir des antennes ici. Nous avons, lors des échanges avec ma collègue, la secrétaire permanente de la Commission nationale des frontières du Burkina, décidé de mettre à contribution les instituts géographiques de nos pays respectifs afin de geler déjà les conflits, les tentatives d'annexion de territoires de l'un ou l'autre pays. Et tout ça sont des activités que nous avons engagées. Avec la mise en place de la commission mixte paritaire, nous allons quand même arriver à mettre fin à ces conflits frontaliers de délimitation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Cette tournée de sensibilisation se réalise grâce à l'appui de la coopération allemande GIZ. Prochaine étape, Sikolo, dans le département de Kong. Et parlons justement de la Covid-19, voilà, le coronavirus continue de sévir. Il ne faut surtout pas abaisser sa garde. La Côte d'Ivoire toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19. Les derniers chiffres à ce jour font état de 12 nouveaux cas, 20 801 cas confirmés, 20 477 personnes guéries. Voilà, il ne faut donc surtout pas baisser sa garde et continuer de rester vigilant. Briser les idées reçues découlant de certaines traditions et mauvaises pratiques envers les enfants, c'est le message prêché de façon récurrente par les guides dans les lieux de prière, sous l'impulsion de la fondation Djigia et soutenue par le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Une charte islamique des droits et devoirs de l'enfant a été élaborée, charte présentée à la presse en présence des autorités spirituelles et institutionnelles. Le reportage de Franck Quadio. Le droit de l'enfant est sacré. Mais certaines croyances et amalgames découlant de croyances traditionnelles minimisent cette donne. L'islam y accorde cependant de l'importance. Ne pas confondre entre la tradition qui contient des choses, des valeurs importantes et, n'est-ce pas, les enseignements qui sont dans le Coran et qui doivent être suivis de façon à ce que les enfants puissent se développer, puissent s'épanouir, puissent être sécurisés. Une charte islamique alors pour instruire, édifier et indiquer de bonnes pratiques. L'impulsion est donnée par la Fondation Djigia. La Fondation, avec l'appui de Save the Children, a réuni un certain nombre d'érudits, de savants de notre communauté pour réfléchir et tirer des sources du Coran et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam les éléments qui stipulent la protection de l'enfant et surtout le droit de l'enfant à la vie, à la sécurité, à l'éducation, à la formation. Des droits, mais aussi des devoirs pour l'enfant, dont celui de l'adoration exclusive d'Allah, du respect des prières et des parents. L'instrument participe, selon l'autorité religieuse, de l'édification d'une société équilibrée.
c'est une satisfaction. L'islam interdit toute forme de violence faite aux enfants parce que ceux-ci constituent la pépinière de la communauté sociale. Il faut donc les protéger. Un projet d'ailleurs qui a son sens selon le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Avec la loi sur la politique de scolarisation obligatoire qui oblige désormais que tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans soient inscrits dans une école. Et donc ça ressort du devoir du ministère de l'Éducation nationale d'aller vers tous les enfants qui sont dans ces structures islamiques d'éducation. La charte islamique des droits et devoirs de l'enfant est destinée aux institutions et organisations islamiques, certes, mais aussi pour servir de modèle éducatif à tous. La prochaine phase sera sa vulgarisation à l'échelle nationale. Aux États-Unis, des milliers d'Américains ont célébré hier samedi la victoire de Joe Biden, exprimant ainsi leur joie par des cris et des concerts de klaxons, quelques minutes donc après l'annonce de l'élection du candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Le candidat Trump estime que l'élection est loin d'être terminée. Il annonce une bataille judiciaire. Joe Biden l'emporte donc face à Donald Trump, mettant ainsi fin à une séquence politique inédite qui a secoué l'Amérique et le monde. Sidonie Davila. Joe Biden est le vainqueur de la présidentielle aux États-Unis. Après 4 jours de suspense, l'ancien vice-président de Barack Obama franchit et dépasse le seuil magique des 270 grands électeurs. Selon les médias américains, il remporte 273 contre 214 pour son adversaire. Le candidat des démocrates a réussi son pari en remportant la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. 3 États industriels traditionnellement démocrates que Donald Trump avait arrachés à Hillary Clinton en 2016. Une victoire des démocrates que ne reconnaît pas le camp des républicains. Donald Trump, qui n'a cessé de crier à la fraude, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Mais pour le nouvel homme fort des États-Unis, Joe Biden, cette victoire est l'aboutissement d'une carrière politique qui a démarré il y a quasiment 50 ans. Le 20 janvier prochain, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis et sa colistière, Kamala Harris, entrera dans l'histoire en devenant la première femme noire à accéder à la vice-présidence. We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. Dans les rues américaines, concerts de klaxons et d'acclamations. Une foule afflue vers le centre de Washington, aux abords de la Maison-Blanche, pour célébrer la victoire du démocrate Joe Biden. Voilà, et nous retrouvons notre invité de ce dimanche magazine, M. Hassan Diané. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Nous le disions à l'entame de cette édition. Avec vous, nous allons parler du fonctionnement, n'est-ce pas, des missions d'observation. Je précise qu'au sein du CNDH, il existe un observatoire dont vous êtes membre. Alors, la première question qui me vient tout de suite à l'idée, la définition littérale que nous avons donnée d'une mission d'observation en début de journal colle-t-elle parfaitement avec la réalité? Non, vous n'êtes pas loin de la définition. La définition de l'observation, c'est l'ensemble des opérations consistant à rassembler un ensemble d'informations dans un processus électoral, à les analyser et à donner une appréciation d'ensemble sur la bonne conduite du processus électoral. Alors, vous n'êtes pas loin de cette définition. Et nous sommes bien heureux de l'apprendre. Alors, comment une mission d'observation se met-elle en place? Je voudrais d'abord préciser que dans le cadre des processus électoraux 2020 et 2021, nous avons mis en place au sein du Conseil national des droits de l'homme un observatoire des droits de l'homme pour les processus électoraux 2020-2021. Alors, comment se met en place une mission d'observation? Il faut dire que les critères de l'observation de chaque mission dépendent de l'objectif à assigner à la mission. Vous verrez, pour une organisation des droits, par exemple des femmes, le critère d'évaluation ou d'appréciation d'un processus électoral se focalisera sur la participation des femmes. Pour une organisation des droits des personnes vivant avec un handicap, sur la participation des personnes vivant avec un handicap, notamment l'accès au bureau de vote.
Et justement, dans le cadre du processus électoral de 2020, avez-vous une idée du nombre de missions d'observation qui ont été déployées sur le territoire national? On a parlé des 110 missions qui se sont déployées sur le territoire national dans le cadre de l'élection présidentielle 2020, du 31 octobre 2020. Il faut dire que les critères dépendent des missions de chaque observation. Voilà. Pour le Conseil national des droits de l'homme, par exemple, nous travaillons sur la thématique droits de l'homme de façon générale et sur des thématiques spécifiques. Alors, nous travaillons d'abord pour ce qui concerne une élection sur la participation générale. Et ensuite, lorsque vous prenez les grilles d'observation du Conseil national des droits de l'homme, vous verrez que nous mettons l'accent sur la participation des personnes vivant avec un handicap, leur accès à des bureaux de vote. Nous mettons l'accent sur la participation et la mobilisation des femmes également, sur l'absence d'influence du vote dans les bureaux de vote ou dans les lieux de vote, la sécurité, et puis le matériel électoral qui est déployé sur le terrain pour permettre aux citoyens de s'exprimer tranquillement dans les bureaux de vote. Alors nous allons y revenir. La prochaine question, c'est quel est le profil qu'il faut présenter pour justement faire partie d'une mission d'observation? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors, pour ce qui concerne le Conseil national des droits de l'homme, nous avons la chance d'être déployés sur l'ensemble du territoire avec 31 commissions régionales qui sont animées par des officiers des droits de l'homme et des présidents de commissions qui sont déjà outillés sur le terrain pour des enquêtes, pour des sensibilisations et qui respectent certains principes dans leur travail quotidien. Alors pour un observateur de façon générale, il est demandé le respect d'un ensemble de principes. Le principe de neutralité, d'impartialité et l'exactitude des informations qui sont rapportées, la vérification des informations, surtout voilà, pour éviter de rapporter des informations fausses voilà, dans les rapports et qui mettent à mal la crédibilité souvent des missions d'observation. Alors donc il existe, en aparté nous avons un peu échangé et vous nous confiez qu'il existe quelques typologies, différentes typologies de missions d'observation. À quoi consistent-elles? Alors, les missions d'observation se caractérisent souvent par des critères de durée, d'espace et de technique. Alors, s'agissant des durées, il y a des missions d'observation de courte durée qui essentiellement portent ou qui s'effectuent essentiellement le jour du scrutin. Il y a un déploiement massif le jour du scrutin pour observer le déroulement du vote. Pour les observations de longue durée, ça commence déjà pendant les phases préparatoires du processus électoral. Une mission se déploie, généralement c'est un groupe d'experts voilà, qui vient évaluer le cadre législatif et réglementaire ainsi que le cadre institutionnel du processus électoral. Et cette mission se poursuit même après la tenue du scrutin, voilà, pour évaluer le contentieux et puis la proclamation des résultats et le contentieux généralement qui suit l'élection. Et qu'en est-il pour ce qui concerne le CNDH? Le CNDH, je vous le disais tout à l'heure, a l'avantage d'être sur l'ensemble du territoire. Nous avons commencé nos missions depuis le début de l'année parce que nous savons que ce processus allait se tenir en octobre. Alors, c'est pour cela que nous avons mis en place d'ailleurs l'Observatoire qui contient en son sein 3 composantes, une composante de sensibilisation, une composante observation, une composante d'alerte précoce. Alors, dans le cadre de la composante sensibilisation, nous avons déjà travaillé depuis le début de l'année sur le monitoring des violences, voilà, sur les réseaux sociaux, des violences verbales, des messages haineux dans les réseaux sociaux, voilà, pour alerter les autorités compétentes sur ce que ces messages ont comme de dangereux sur la population. Également, nous avons mené une campagne de sensibilisation avec la chaire UNESCO sur la culture de la paix. En partenariat avec cette chaire, nous avons mené une campagne de sensibilisation des populations sur les droits électoraux et sur la participation effective au processus électoral. Et ensuite, nous avons mis en place au sein de l'Observatoire une plateforme d'alerte précoce qui permettait de détecter les signaux d'alerte précoce sur le terrain des zones où il pouvait y avoir des incidents, des violences. Voilà. Et le jour du scrutin, cette plateforme nous a donné 243 incidents
qui ont été remontés au Conseil. D'accord, et pour appuyer justement ce que vous dites, je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, à suivre cet élément de Mahama Traoré qui nous renseigne sur le fonctionnement de ces missions d'observation. Après, nous reviendrons. Ils ont sillonné lieux et bureaux de vote samedi 31 octobre, date constitutionnelle de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Eux, ce sont les observateurs électoraux. Ils sont mandatés par des organisations de la société civile, telles la Fondation Djigui pour la Grande Espérance, la Poésie, Civis Côte d'Ivoire et le CNDH. Sur le terrain également, d'autres observateurs commis par des organisations sous-régionales et même internationales. C'est le cas de la CEDEAO, de la CENSAD, de l'Union africaine et de l'Union européenne. En tout, la Commission électorale indépendante a accrédité 110 missions d'observation, plus de 14 000 agents déployés sur l'ensemble du territoire national, à charge pour eux de relever toute information visant à évaluer la sincérité du processus électoral et partant de formuler des recommandations à l'égard des parties prenantes pour un meilleur ancrage de la démocratie. Tout juste au lendemain du scrutin, les missions d'observation ont rendu public leur rapport d'activité, des rapports aux teneurs souvent mitigés sur le déroulement de l'élection présidentielle, de quoi s'interroger sur le rôle et les devoirs des missions d'observation. Voilà à l'instant donc Mahama Traoré qui vient donc de nous proposer un élément pour ouvrir le champ de compréhension sur le fonctionnement de ces missions d'observation. Et vous nous parliez tantôt de la typologie de ces missions d'observation, qu'en est-il? Oui, je vous ai parlé des observations de courte durée et de longue durée qui s'inscrivent dans le cadre de l'observation dans la durée. Alors, il y a également des typologies d'observation qui relèvent de l'espace. L'observation itinérante, c'est-à-dire le déplacement d'un observateur d'un lieu de vote à un autre lieu de vote. Il y a l'observation sédentaire, voilà, qui consiste à rester dans un bureau de vote pour procéder à des constats dans ce bureau de vote. Il y a également l'observation selon le type. Vous avez des missions qui utilisent l'observation ciblée, c'est-à-dire en ciblant certaines régions ou certaines zones précises pour procéder à leur observation, à leur constat et produire des rapports. Il y a enfin l'observation systématique qui consiste en un déploiement stratégique fondé sur des statistiques. Et cette observation systématique contient deux méthodes. Alors, il y a la méthode proportionnelle que nous avons utilisée, qui est le déploiement d'observateurs selon la taille électorale d'une région ou de chaque région. Et enfin, il y a la méthode statistique qui est basée sur l'échantillonnage. C'est une méthode statistique voilà, qui consiste à déployer un échantillon par zone. Alors, vous parliez notamment des limites de l'observateur. Moi, j'ai envie de poser la question qui suit. Vous parlez également de neutralité. Est-ce que l'on arrive à sortir, enfin, à rester neutre quand on est observateur? Est-ce qu'on y arrive véritablement à porter un regard autre que celui qui est? C'est ce qui est recommandé pour tout observateur. C'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est recommandé. C'est une exigence d'ailleurs de toute mission d'observation de rester impartial, de rester neutre, de rester professionnel et de vérifier l'exactitude des informations qui sont données. C'est pour cela, pour le recrutement des observateurs, nous mettons l'accent sur la moralité des personnes que nous recrutons. D'ailleurs, nous le faisons déjà dans le... Vous faites une enquête de moralité ? Bien entendu, nous, au Conseil national des droits de l'homme, pour le recrutement de notre personnel, aussi bien en centrale qu'en région, nous menons une sorte d'enquête de moralité. Expliquez-nous un peu ce processus-là. Comment est-ce que vous y arrivez? Écoutez, pour travailler au Conseil national des droits de l'homme, il faut ne pas être militant actif de partis politiques. D'accord. Parce que le Conseil, comme toute institution nationale des droits de l'homme, doit se caractériser chaque jour dans son travail par sa neutralité, par son impartialité. Alors, nous ne pouvons pas avoir dans nos rangs des personnes qui s'activent dans les partis politiques ou dans les mouvements politiques, de sorte à nous décrédibiliser voilà, dans notre travail. Alors, donc, pour tout observateur, il faut rigoureusement observer un certain nombre de principes. Surtout, je tiens à préciser, il n'appartient pas aux missions d'observation de se substituer aux institutions chargées de l'organisation et de la régulation du processus électoral. Un observateur ne fait que observer, relève ses constats et tire les conséquences voilà, de ces constats au regard des standards sur lesquels il travaille.
Alors, difficile pour nous de vous avoir sur ce plateau sans vous poser une question. Alors, qu'est-ce qui explique, alors que certains rapports se contredisent? Pour avoir observé un même fait, les versions sont différentes. Comment vous l'expliquez-vous? Je dirais tout simplement, si des versions se contredisent ou des rapports se contredisent, il peut s'agir du non-respect des principes qui gouvernent l'observation. Il peut s'agir de la précipitation avec laquelle certaines missions d'observation se prononcent sans avoir respecté l'exactitude des informations qui sont remontées du terrain. Voilà. C'est le non-respect des principes. Alors, au-delà de la neutralité, existe-t-il d'autres limites de l'observateur? Ce sont généralement ces principes qui gouvernent l'observation. Voilà. Neutralité, impartialité, et puis exactitude des informations. Il faut être rigoureux dans sa démarche. Donc après le constat fait par vos observateurs, vous remontez les informations, n'est-ce pas, vers les décideurs qui ensuite doivent prendre des décisions, c'est cela? Bien entendu. Quel est le process? Alors, après que vous ayez... Chaque mission d'observation institue généralement un secrétariat ou une salle de situation qui lui permet en fin de journée d'avoir une vue générale, une appréciation d'ensemble de la conduite de l'opération. Et ce secrétariat propose généralement à la mission un rapport préliminaire. Voilà. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'objet des déclarations des différentes missions, parce que les rapports finaux sont produits après. Voilà. Et donc, dans ces rapports, que ce soit ces rapports préliminaires ou les rapports finaux qui sont produits, il y a des recommandations qui sont faites aux autorités ou à tous les acteurs du processus électoral pour des améliorations du cadre législatif, du cadre réglementaire, du cadre institutionnel et à la société civile également pour sa plus grande implication dans les processus électoraux. Est-ce qu'au niveau du CNDH, vous intervenez également dans plusieurs pays africains lorsque, par exemple, des moments d'élection se présentent? Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience, n'est-ce pas, d'intervenir dans certains pays africains en période électorale? Les institutions nationales des droits de l'homme, comme le CNDH, ont un mandat national, non pas de mandat international, mais nous pouvons être invités par nos homologues de pays amis pour participer à des missions d'observation électorale dans ces pays. Comme nous l'avons fait, nous avons invité des collègues de l'Institution nationale du Bénin qui sont venus pour, disons, apprendre ou s'imprégner de notre expérience, puisque ça fait une décennie quand même que le Conseil national des droits de l'homme fait de l'observation électorale basée sur l'approche droits de l'homme. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir pour conclure? Alors, je voudrais d'abord remercier la RTI pour nous avoir invités sur ce plateau et puis dire à la population que le Conseil national des droits de l'homme est sur l'ensemble du territoire pour adresser toutes les thématiques, toutes les questions relatives aux droits des citoyens et qu'elles peuvent s'adresser à nos commissions régionales comme à la commission centrale via nos modes d'accès, c'est-à-dire nous avons une ligne verte gratuite, le 800 0888. Nous avons également un mail par lequel nous pouvons être saisis de requêtes de population, pour que nous puissions contribuer au traitement de leurs préoccupations quotidiennes. Alors merci Monsieur Hassan Diané. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, et que vous étiez sur ce plateau pour échanger avec nous sur le fonctionnement des missions d'observation. Merci donc de nous avoir honoré de votre présence. Merci à vous. Et c'est sur cet entretien, sur ces questions, n'est-ce pas, qui ont été abordées avec Monsieur le secrétaire général du CNDH que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu nous garde.